Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'organisation, à la productivité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, peut-être, enfin même c'est sûr, le principal. Il s'agit de la discipline. Pourquoi ? Eh bien parce que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des méthodes d'organisation, comment on peut utiliser certains outils pour se créer un calendrier parfait, pour avoir un système de tâches sur lesquels on note tout et voilà, on sait exactement ce qu'on a à faire, quand on a à le faire. Mais la chose la plus importante dans tout ça, c'est quand même la discipline. Pourquoi ? Eh bien parce que on peut être super motivé à créer un calendrier parfait, à construire des process super carrés et malgré tout se retrouver à ne pas réussir à s'y tenir. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu cette situation. On passe un temps fou à prévoir, à planifier, à se dire allez, j'ai mon petit tableau, j'ai mes blocs horaires, j'ai mes petites étapes clairement définies. On est persuadé que tout va rouler et puis patatras, on se lève un matin, on repousse la première tâche ou bien on est distrait ou il se passe quelque chose, on a un coup de fil qui nous annonce pas forcément une très bonne nouvelle et puis on regarde à la fin de la journée, on constate qu'on n'a pas du tout suivi le plan pourtant génialissime qu'on avait établi la veille. Alors pourquoi ça se produit ? Est-ce qu'on est paresseux ? Est-ce qu'on n'est pas fait pour la discipline ? Est-ce que la méthode est bancale ? C'est un petit peu un mélange de tout ça, mais avec une nuance. En réalité, ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'a pas pris en compte la part psychologique ou émotionnelle liée à la discipline. On a beau avoir la meilleure organisation du monde, si on n'est pas au fond de soi prêt à jouer le jeu chaque jour, eh bien, c'est mort. Et c'est cette friction entre le « je sais ce que je dois faire » et pourtant, je n'arrive pas à le faire qui peut nous bloquer. Ça fait penser un petit peu à un fumeur. Je ne sais pas si vous êtes fumeur. Vous savez que c'est mauvais pour la santé. Vous savez que vous devez arrêter, mais pourtant, vous ne le faites pas. Voilà. Donc, dans cet épisode, je vais partager avec vous plusieurs pistes de réflexion. C'est un mélange de mon expérience personnelle, d'observation chez mes abonnés, mes clients, et bien sûr, de pas mal de lectures sur la productivité et puis beaucoup d'expérience parce que, bien sûr, je me suis heurté à ces problèmes-là. Vous y trouverez certainement des solutions concrètes. Alors, premièrement, parlons de l'idée qu'on peut avoir d'un planning trop rigide. Je sais que parfois on se dit je vais cadrer ma journée à la minute près, comme ça, aucun risque de procrastiner. Sauf que, curieusement, c'est l'effet inverse qui se produit. À partir du moment où on se sent coincé dans une organisation très stricte, on développe une petite résistance interne. C'est comme s'il y avait une partie de nous qui disait pas question, je ne veux pas être un robot. Résultat, eh bien, on s'auto-sabote, on repousse, on se dit, je suis déjà en retard de 10 minutes, tant pis, autant tout décaler. Et la matinée ou l'après-midi est déjà foutue alors qu'on vient à peine de commencer. Le deuxième point, c'est de vérifier si dans notre calendrier, il y a des choses qu'on a programmées uniquement parce qu'elles ont l'air importantes sur le papier, mais qu'on ne ressent pas au fond de nous. On peut avoir des devoirs, des obligations qu'on s'impose soi-même, alors qu'elles ne sont pas forcément alignées avec ce qui nous fait vibrer. Et là, on se retrouve à lutter contre soi-même. Si la tâche n'a pas de sens et qu'on n'y trouve ni plaisir ni envie, eh bien notre cerveau va tout faire pour l'éviter. C'est humain. Les neurosciences nous apprennent que sans une forme de motivation ou de récompense, on a beaucoup de mal à agir de manière répétée dans le temps. Troisièmement, il faut penser à la stratégie anti-résistance. Au lieu d'essayer d'être hyper discipliné en mode « il faut que je sois fort, que je tienne coûte que coûte », on peut ruser un peu. Par exemple, commencer par un tout petit bout. Si c'est une tâche qui nous fait peur, on se dit « ok, je vais juste y consacrer 2 minutes pour me lancer ». Très souvent, il se passe un phénomène psychologique. Après ces 2 minutes, on se sent déjà un peu plus dedans et c'est moins effrayant de continuer. Ou alors, on peut utiliser un minuteur, un compte à rebours pour encadrer la tâche de manière ludique et se dire « j'ai un sprint de 15 minutes à faire, j'y vais à fond et après, j'aurai le droit de faire une pause ». Et ce n'est plus « il faut que je sois hyper discipliné », mais j'ai un petit jeu à faire avec moi-même. En fait, c'est terrible, mais la procrastination, c'est vraiment le fait de ne pas se mettre
à l'action. Ce qui est plus pénible, c'est de commencer la tâche. Et on sait, maintenant ça a été prouvé en psychologie, qu'il faut une quantité incroyable d'énergie pour commencer quelque chose. Et un peu comme le décollage d'une fusée. C'est-à-dire que la fusée va prendre énormément d'énergie pour décoller. Et puis ensuite, une fois qu'elle est lancée, eh bien, elle continue sur sa trajectoire sans plus aucun effort, ou pratiquement plus. Eh bien, c'est pareil. Pensez à cette image de la fusée. Il faut énormément d'énergie pour démarrer. Et ça va se compter, c'est ça, sur les 2 premières minutes. Et puis, la 3e minute va devenir 10 fois moins difficile. Vous aurez besoin de 10 fois moins d'efforts pour continuer sur votre lancée. 4e, il ne faut surtout pas négliger la récompense. Et ça, c'est un des plus grands secrets de la productivité. Mais beaucoup de gens l'oublient. Souvent, on est tellement focalisé sur l'objectif, le résultat, qu'on ne s'autorise pas de petites joies pendant le processus. Et c'est dommage parce que on a besoin de renforts positifs pour solidifier une habitude. Ça peut être tout bête, s'offrir un café spécial après avoir bouclé un bloc de travail, écouter sa musique préférée, passer un coup de fil sympa à un proche, etc. Et pour certains, c'est la satisfaction simplement de cocher une case sur un tableau de suivi. Alors pour d'autres, c'est la perspective de s'accorder 1 heure de jeux vidéo ou de sport en fin de journée si on a bien avancé. Enfin bref, l'essentiel, c'est de trouver une récompense qui vous fait suffisamment plaisir pour déclencher l'envie de vous y mettre. Maintenant, j'aimerais parler d'une 5e piste, un peu plus large. L'idée d'avoir un planning hybride, un mélange entre structure et flexibilité. Peut-être qu'au lieu de se dire « j'ai un bloc de 9h à 9h30 pour la première tâche, de 9h30 à 10h pour la 2e tâche, etc. » On peut se donner une liste de 3 priorités absolues sur la journée et un créneau fixe pour les faire. Ça peut être, je sais que ce matin, entre 9h et midi, je dois absolument avancer sur ces 3 trucs. L'ordre exact, je verrai selon mon élan du moment. Mais je sais qu'ils doivent être finis avant midi. Et c'est une manière de se donner de la clarté. Je sais ce que j'ai à faire, je sais le temps global à peu près que j'ai, et tout en autorisant un peu de spontanéité. Et parfois, on a besoin de bouger, de s'adapter à notre rythme, à notre niveau d'énergie. Donc l'essentiel, c'est de boucler ce qu'on s'est promis de faire dans le créneau qu'on s'est alloué, en ne serrant pas trop. Prévoyez large. Si vous savez qu'il vous faut 1h30 pour faire ces 3 tâches, eh bien, allouez-vous carrément 3 heures. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de flexibilité, de souplesse et ça vous fera moins peur. On arrive à un point très important. Comment faire quand on a le sentiment de savoir, mais de ne pas réussir à faire ce qu'on doit faire? Là, je vous conseille de vous interroger sur votre environnement. Souvent, on est influencé par des tonnes de petites choses. Les notifications de notre téléphone, l'onglet YouTube qui traîne sur notre ordinateur, les sollicitations de la famille ou des collègues. La question à se poser, c'est est-ce qu'on peut éliminer ces distractions temporairement? Par exemple, mettre son téléphone en mode avion pendant 1 heure, fermer toutes les applications qui n'ont rien à voir avec la tâche en cours, faire du ménage sur son bureau et enlever ce dont on ne va pas se servir, tout ce qui sert à rien, eh bien vous l'enlevez de votre vue, ou se mettre dans un endroit isolé, c'est-à-dire que vous n'aurez que le minimum pour travailler. Il n'y aura pas votre smartphone, il n'y aura pas votre ordinateur perso, il n'y aura pas d'écran ou de télé qui traîne dans le coin. Vous êtes vraiment dans un endroit où il y a peu d'objets et il y a juste ce dont vous avez besoin pour vous mettre à la tâche. Parce que parfois, c'est juste cette petite barrière de distraction, de tentation qui est due à un appareil là qui traîne vers nous, un iPad, un iPhone, une télé, j'en sais rien, qui nous empêche de nous plonger pleinement dans le travail et au final, ça nous fait décrocher. Ensuite, il y a une autre astuce qui consiste à s'engager auprès de quelqu'un, d'un public ou d'un soutien ou d'une communauté. Est-ce que vous pourriez par exemple vous engager auprès d'un ami, d'un mentor, d'un coach, d'un groupe d'entraide en leur disant « Les gars, aujourd'hui, je bosse sur ça et à 17h, je vous envoie mon bilan. » Rien que le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui attend un retour peut nous aider à garder le cap. C'est un levier psychologique puissant qu'on néglige souvent parce que on veut être autonome. Mais l'être humain est un animal social et avoir un regard extérieur peut nous stimuler à agir là où on aurait craqué si on était resté seul.
parce que se rendre des comptes à soi-même n'est pas suffisant. C'est même très difficile à faire. Alors que dès qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un, eh bien tout de suite, ça devient différent parce qu'il y a le regard de l'autre qui rentre en jeu. Il y a un autre aspect qui peut parfois bloquer, c'est la peur de l'échec ou de l'imperfection. On a tellement envie que notre planning soit parfait qu'on se dit si je fais pas tout à 100%, c'est naze, donc je veux tout faire parfaitement. Alors on finit par repousser parce qu'on sait qu'on va pas être à la hauteur de cet idéal, et dans ces cas-là, il vaut mieux accepter de faire assez bien plutôt que parfait. Et de se dire que c'est un processus d'apprentissage et qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais le tout, c'est de passer à l'action, de faire quelque chose, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne rien faire. Donc votre première version de planning n'a pas besoin d'être irréprochable. L'important, c'est de l'utiliser comme un outil qui vous aide, pas comme un juge. Et puis, la discipline, c'est pas un super pouvoir, c'est un muscle qu'on entraîne. Personne ne se réveille un matin en étant tout à coup hyper discipliné. C'est en répétant des petites actions cohérentes, des rituels simples qu'on finit par renforcer cette capacité à suivre un plan. Au début, c'est dur, on se retrouve avec des échecs, des moments où on n'y arrive pas, on n'a pas l'énergie, on n'a pas envie, il y a même des journées qui sont complètement pris en otage à cause de nos pensées, de notre manque de confiance, mais avec la pratique, eh bien, on va gagner en confiance et on va se sentir de plus en plus à l'aise. Et puis vraiment, si vous êtes complètement bloqué, vous pouvez commencer par une seule habitude quotidienne ou deux maximum. Quelque chose de concret, comme tous les matins j'écris mes 3 priorités avant de regarder mes mails. Une action petite et simple, mais qui va jour après jour renforcer la discipline. Au bout de quelques semaines, ça devient presque automatique. Et alors, la place pour ajouter une deuxième habitude va pouvoir être là. C'est un principe de progressivité qui fonctionne bien mieux que de se lancer dans un plan ultra complet du jour au lendemain et qui est décourageant. Alors, à ce stade du podcast, vous vous dites peut-être, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais concrètement pour maintenir ma motivation au fil du temps? Eh bien, je vous conseille de régulièrement réévaluer vos objectifs et vos priorités. On peut vite se perdre en cours de route. On commence avec un projet clair, puis 3 mois plus tard, on est entraîné dans plein de directions, on perd de vue ce qui nous faisait vibrer au début. Du coup, on n'a plus trop l'énergie de suivre le calendrier qu'on s'était fixé parce qu'on n'est plus vraiment sûr que ça nous intéresse. Donc planifier, c'est aussi accepter de faire des ajustements en cours de route, de supprimer certaines tâches, d'en déléguer d'autres pour garder un agenda qui nous correspond aujourd'hui et pas celui d'hier ou du mois dernier. Je rajouterai une astuce qui peut sembler contre-intuitive, c'est apprendre à ne rien faire ou à se reposer volontairement. Souvent, on pense que la discipline, c'est remplir chaque minute de la journée de tâches productives, mais en réalité, c'est le meilleur moyen de se brûler les ailes. On a besoin de moments de pause, de relâche, sinon notre cerveau est saturé et on finit par tout envoyer balader, un peu comme celui qui se lance dans un régime ultra drastique et puis qui au bout de 3 jours, 4 jours va se jeter sur les paquets de chips et les cacahuètes parce que c'est trop dur quoi. Donc au lieu d'attendre l'épuisement, on peut programmer des phases de off, des moments où on ne fait rien d'utile, rien de productif. On laisse son esprit vagabonder, on écoute de la musique, on sort se balader, on médite, on peut même cuisiner. On joue avec ses enfants, peu importe. L'important, c'est que ce soit un vrai temps de décompression. Ça peut vous aider à mieux vous concentrer ensuite et donc à tenir plus facilement votre planning. Donc, pour résumer un peu, la discipline, ce n'est pas simplement une question de volonté. C'est plutôt un ensemble de paramètres. L'alignement entre ce qu'on fait et entre ce qui nous passionne. La flexibilité nécessaire pour ne pas se sentir étouffé. Des stratégies anti-procrastination comme le démarrage progressif ou les récompenses, l'élimination des distractions, le soutien social, la permission de se reposer. Bref, c'est un écosystème qu'on doit bâtir petit à petit en testant, en ajustant. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a plein de petites recettes qu'on peut combiner pour trouver cet équilibre. Donc j'espère que ce podcast vous aura donné des pistes intéressantes que vous pourrez mettre en pratique ou transmettre à vos propres élèves si vous les formez sur ces questions d'organisation. N'hésitez pas à expérimenter, à échouer, à ajuster et surtout à célébrer chaque petit pas. Peut-être que la prochaine fois que vous verrez votre calendrier,
au lieu de ressentir cette culpabilité parce que vous ne vous y êtes pas tenu, eh bien vous direz, ok, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de plus de flexibilité ou est-ce que ces tâches ne me motivent vraiment pas ou est-ce que j'ai oublié de me récompenser? Et en prenant le temps de décortiquer ce processus, petit à petit, vous allez trouver votre formule gagnante et cette formule sera unique, adaptée à votre personnalité, vos contraintes, vos envies, vos besoins. Donc ne vous comparez pas trop à ceux qui semblent parfaits sur les réseaux sociaux parce que souvent ce n'est qu'une illusion. Chaque parcours est différent et la discipline n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen de faire ce qui compte vraiment pour vous, de réaliser vos projets, de vivre la vie que vous avez envie de vivre tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé quelques idées pour mieux vous organiser. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, j'ai enregistré un nouveau podcast dans ma formation sur l'efficacité qui est disponible dans mon espace premium. On y plonge encore plus en profondeur sur les stratégies avancées de discipline, de mindset et bien d'autres sujets qui vont booster votre productivité et votre discipline. Donc le lien, si vous n'êtes toujours pas abonné à Premium, eh bien se trouve dans la description de la vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite de l'autre côté dans cette formation qui s'appelle Efficacité extrême.